Si vous étiez un super-héros, lequel seriez-vous? Combien de ballons de basket pouvons-nous faire rentrer dans cette salle? Ces questions-là ne sont pas susceptibles de vous être posées en entrevue, à moins bien sûr de postuler pour un emploi de concepteur de jeux vidéo par exemple. Alors, dans cette vidéo, je vous présente les types de questions qui sont susceptibles de vous être posées en entrevue. Première catégorie de questions, les questions d'introduction. Les questions d'introduction sont des incontournables, mais à la fois, elles sont prévisibles. Un recruteur va vous questionner sur votre parcours professionnel, votre parcours académique. Par exemple, cette question-là pourrait prendre la forme « Pourriez-vous, s'il vous plaît, me parler de vos expériences professionnelles et académiques à ce jour en mettant particulièrement l'emphase sur ce qui vous prépare le mieux pour l'emploi pour lequel vous postulez? » Le recruteur et les membres du comité d'évaluation ont tout avantage de regarder rigoureusement le curriculum vitae, la lettre de présentation qui est jointe à la candidature du candidat. Dans cette circonstance, le recruteur pourrait décider de simplement demander au candidat s'il a de l'information additionnelle à ajouter suite à la lecture de son CV et de sa lettre de présentation. La question pourrait prendre la forme suivante. Les membres du comité d'évaluation ont pris connaissance de votre lettre de présentation et de votre curriculum vitae, et ainsi donc des expériences et de la scolarité qui y sont inscrites. Est-ce qu'il y a des éléments supplémentaires que vous voudriez porter à l'attention du comité? Une deuxième catégorie de questions que vous êtes susceptible de rencontrer en entrevue, les questions motivationnelles. Les questions motivationnelles trouvent leur pertinence particulièrement pour les emplois d'entrée ou encore pour les candidats présentant des parcours atypiques. Les questions motivationnelles, tout comme les questions d'introduction, peuvent avoir pour fonction de briser la glace ou de rendre le candidat à l'aise et confortable en entrevue. Voici quelques exemples de questions motivationnelles. Il faut savoir que les questions motivationnelles sont controversées. Elles ne sont pas toujours utilisées parce qu'elles ne sont pas stables. La motivation d'un candidat fluctue dans le temps. Donc, un candidat qui recherche aujourd'hui un emploi de gestion ou un candidat qui recherche aujourd'hui un emploi à proximité de sa résidence, eh bien, ces facteurs de motivation-là peuvent avoir complètement changé dans 6 mois ou dans 1 an, dépendamment de ce qui va se passer dans la vie du candidat. Une troisième catégorie de questions, et non pas la moindre, les questions comportementales. Ce sont des questions très importantes que vous allez rencontrer en entrevue. Les questions comportementales partent de la prémisse que le passé est garant du futur. Si vous êtes en mesure de démontrer une compétence dans le passé, vous serez donc en mesure de démontrer une compétence dans le futur. Avec ce type de questions-là, on vous demande de puiser dans votre bagage professionnel et de donner un exemple qui illustre la compétence voulue dans le profil de poste. Prenons un exemple. Parfois, les questions comportementales vont être précédées d'une brève mise en situation, d'une mise en contexte également. Donc, par exemple, dans cet emploi en mode télétravail, vous n'aurez pas toujours accès à votre patron. Pourriez-vous nous faire part d'une expérience professionnelle passée où vous avez fait preuve de beaucoup d'autonomie ainsi que d'initiative? Alors, sans surprise, dans cette question-là, on cherche à évaluer l'autonomie et l'initiative du candidat en lui demandant de puiser dans son bagage passé. Deuxième exemple, pourriez-vous nous faire part d'une situation professionnelle où vous avez dû conjuguer avec un client particulièrement insatisfait? Encore une fois, on demande au candidat de se tourner vers le passé, nous démontrer qu'il a déjà exercé ce type de situation professionnelle-là, qu'il a déjà rencontré ce type de situation professionnelle-là, et ce qu'il a fait, ce qui va nous permettre d'inférer que dans le futur, il sera également capable de le faire. Alors, dans cette situation-là, on chercherait à évaluer, par exemple, le service à la clientèle. Lorsque le recruteur pose une question comportementale, comme par exemple, parlez-nous d'une expérience où vous avez dû jongler avec plusieurs priorités simultanément, il doit avoir dans son coffre à outils des questions complémentaires de type STAR. Le candidat aussi doit avoir dans son coffre à outils le même principe pour être en mesure de bien répondre à ces questions-là. Alors, le principe STAR, qui est un acronyme pour situation, tâche, action, résultat. Voulant dire sensiblement la même chose, j'aime bien également l'acronyme CAR, contexte, action, résultat, rétroaction. Essentiellement, cet acronyme-là oriente le sous-questionnement. C'est impressionnant là, comme recruteur, quand on pose des questions comportementales, de voir à quel point les candidats peuvent partir dans toutes les directions. Alors, il peut être bénéfique pour le recruteur, assurément, pour lui permettre d'avoir toute l'information une fois que le candidat a quitté pour bien évaluer la compétence qu'il visait à évaluer, de recadrer donc le questionnement si ce n'est pas répondu d'emblée par le candidat. Donc,
L'expérience que vous nous présentez, monsieur ou madame, dans quel contexte est-ce que ça avait lieu? Quelles actions est-ce que vous avez posées? Quels résultats est-ce que vous avez obtenus? C'est de l'information pertinente pour évaluer. Et pour le candidat aussi, c'est pertinent donc de savoir qu'en réponse à une question comportementale, il devrait aligner sa réponse de cette façon-là. Une autre catégorie de questions très importante, les questions situationnelles, aussi appelées mise en situation. Je place tout de suite ici à l'écran des exemples de questions situationnelles que vous pourrez lire pendant que je parle ou encore que vous pourrez mettre sur pause. Alors, contrairement aux questions comportementales où on portait notre regard sur le passé, avec les questions situationnelles, on se tourne vers le futur. Dans une question situationnelle ou mise en situation, on vous présente une situation hypothétique de travail que vous êtes en mesure, que vous êtes susceptible de rencontrer dans votre nouvel emploi. Ça vous donne une idée générale des tâches, responsabilités, situations professionnelles que vous pourriez rencontrer dans l'emploi pour lequel vous postulez. Donc, l'hypothèse est fondée sur l'idée que l'intention du candidat va prédire son comportement futur. Et ainsi, on pourra en inférer les compétences requises en fonction de notre profil de poste. Une autre catégorie de questions que vous pourriez rencontrer en entrevue, mais qui est peut-être moins courante, les questions professionnelles ou les questions d'expertise. Les questions professionnelles ne sont pas susceptibles de créer une ambiance détendue parce qu'elles nécessitent une bonne réponse. Donc, je vous place un exemple ici. Imaginez une succession de ces questions-là pour un emploi de technicien RH dans lesquelles le candidat n'est pas en mesure de répondre. Ou encore, imaginez une succession de questions en anglais, si l'anglais est un prérequis pour le poste, et que le candidat peine à répondre en anglais. Alors, ça crée un réel inconfort. Le recruteur devait peut-être plutôt se poser la question, est-ce que l'exigence académique minimale pour l'emploi que j'ai à pourvoir, est-ce que ça me permet de m'assurer d'une connaissance minimale justement du domaine d'expertise? Si la réponse à ça est non, le recruteur pourrait peut-être considérer plutôt d'inclure dans son processus de sélection un test écrit de connaissances plutôt que de poser des questions de connaissances en entrevue. Qu'en est-il maintenant des questions théoriques ou d'opinion? Je place juste ici un certain nombre de ces questions. Alors, les questions théoriques ou d'opinion sont vraiment utilisées avec parcimonie. D'abord parce que le recruteur dispose de peu de temps, 45 minutes, 1 heure pour mener une entrevue. Les questions théoriques ou d'opinion également ne sont pas liées directement aux attributions de l'emploi. Elles ne sont pas liées directement aux compétences qui sont évaluées pour performer dans notre emploi. Donc, dans ce contexte-là, elles ne doivent pas être utilisées à outrance. Également, les intérêts, la personnalité du candidat vont souvent être mieux évalués par un test de personnalité que par ce type de questions-là. Les questions théoriques ou d'opinion peuvent être utiles, mais davantage dans un contexte de sélection que d'évaluation des compétences. C'est-à-dire une fois que les compétences du candidat sont démontrées et qu'à ce stade-là, le recruteur et le candidat cherchent à établir davantage l'adéquation entre le poste et le candidat, le poste et l'organisation. Donc, si vous demandez à un candidat, par exemple, quelles sont vos 3 plus grandes qualités et vos 3 plus grands défauts? Règle générale, ce sont davantage des questions pour un emploi d'entrée. Si vous demandez ça à un gestionnaire, il va vous demander comment vous avez développé votre questionnaire d'entrevue. Mais il n'y a pas que ça. Poser ce type de questions-là va vous amener des informations qui sont limitées sur le candidat. Vous n'aurez pas nécessairement exactement la vraie réponse. Le candidat, évidemment, il est intelligent, il veut se présenter sous le meilleur jour possible. J'espère que cette vidéo vous a plu. Est-ce que vous voyez d'autres types de questions possibles, d'autres grandes catégories de questions que vous pourriez rencontrer en entrevue? Si oui, laissez-les-moi dans les commentaires. Pour ma part, je vous dirais que le candidat peut se préparer à une entrevue, particulièrement au niveau des questions d'introduction, au niveau des questions motivationnelles et au niveau des questions comportementales. Cette préparation-là à ce type de questions fera l'objet d'une prochaine vidéo. Abonnez-vous, restez à l'écoute. Salut!